C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les émeutes de la faim qui se profilent à Maurice. Le pays a été secoué pendant plus de 48 heures par des violences liées à l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Des émeutes motivées par d'autres raisons, reportage à suivre. Le Niger, inquiet par la sécheresse, le rapport du GIEC est sans appel, la situation va s'aggraver. Les villageois ont déjà du mal à avoir accès à l'eau potable. Le gouvernement a mis en place une autorité pour la gestion de l'eau. Reportage à suivre. La Centrafrique qui adopte officiellement le Bitcoin aux côtés du franc CFA. Pourquoi cette décision? Les autorités y voient une ouverture vers de nouvelles opportunités. Décryptage à la fin de ce journal. L'île Maurice a été secouée par des émeutes la semaine dernière, des violences liées à l'augmentation du coût de la vie, une colère qui s'est exprimée pendant plus de 48 heures. Pour de nombreux observateurs, elle est symptomatique d'un malaise plus profond. Reportage à Port-Louis de notre correspondant Abdullah Erali. Les troubles ont démarré à Caen-le-Vieux. Contre la vie chère, les habitants ont d'abord manifesté avant de se révolter après l'arrestation de l'organisateur de la protestation. C'est un cocktail de frustration qui s'est alors exprimé, estime cet observateur des quartiers ouvriers. C'est une explosion sociale qui dénote un certain malaise social. Chômage, hausse des prix, la gérance des problèmes sociaux à Maurice. Les manifestants ont bravé tous les interdits devant le QG même de la police, dans la capitale. Pas de distance sociale, obstruction sur la voie publique et rassemblement sans autorisation de plus de 12 personnes qui est illégale à Maurice. Selon les associations de consommateurs, les hausses successives du gaz de 30% et des carburants de 25% décidées par le gouvernement allaient provoquer une colère populaire prévisible. Pas plus loin que la semaine dernière, j'avais affirmé sur une radio que la situation sociale nous dirige vers une explosion. J'avais estimé que la hausse de l'essence serait une provocation. Les prix des denrées, des légumes et du poulet réunis ont augmenté de 20% ces derniers mois. Les classes moyennes peinent à boucler les fins de mois. Les restrictions et les soupçons de corruption pendant la pandémie ont rajouté à la fronde des Mauriciens. Environ 25 millions d'euros de médicaments et d'équipements sanitaires ont été importés dans des conditions suspectes pour la population. Quand ils ont découvert, avec exaspération, que des médicaments, que des équipements sanitaires ont été importés dans l'opacité la plus complète, à des prix exorbitants, des gens ont profité de cette souffrance populaire. Les gens se sont mis en colère. Colère contre la corruption, colère contre le pouvoir, contre la vie chère. Les manifestations ont donné lieu à un concentré de revendications, comme Maurice en a rarement connu. Au Niger, les villageois semblent avoir perdu d'avance leur bataille contre la sécheresse et le manque d'eau, une bataille qui devient de plus en plus difficile en raison du réchauffement climatique. Pour leur venir en aide, le gouvernement a créé l'autorité de gestion des ressources en eau souterraine. Objectif, mieux exploiter les nappes phréatiques. Reportage d'Harold Girard. Il est 10 h ce matin et à Dadaga, dans le département de Oualam, la température atteint déjà les 43 degrés. Ici, la sécheresse a tout ravagé, plus aucun légume ne pousse depuis 5 ans. Les aubergines, les oignons, les tomates, les salades, les pommes de terre, le chou, tout ça on cultivait ici. On partait vendre ça à Niamey. Nos puits sont inutiles. On a creusé un puits à la main, il s'est asséché. Et le forage qu'on a près du village, il s'est asséché lui aussi. Sur les 25 puits que possède le village, seuls 2 sont fonctionnels. Ces femmes passent la journée à faire l'aller-retour entre le village et le puits. Plusieurs d'entre elles commencent avant l'aube. Tu es là depuis quelle heure? 4 h du matin, vraiment? On espère que l'eau monte et ensuite on puise un peu. Mais rapidement, le niveau redescend et on est obligé d'attendre. Vraiment, j'ai l'impression que depuis 10 ans, la situation se dégrade d'année en année. C'est la période la plus chaude au Niger. D'avril à juin, les ménages, surtout les plus ruraux, sont soumis à des pénuries. Pour tenir le coup des sécheresses successives,
Plusieurs experts du climat préconisent une meilleure utilisation des ressources en eau disponibles. Nous pouvons les mettre à profit aujourd'hui pour développer ce qu'on appelle l'agriculture de la petite irrigation, celle qui permet à chaque individu de pouvoir accéder à un lopin de terre, moyennant quelques moyens, pouvoir faire de l'agriculture pendant la saison sèche, n'est-ce pas, ce qui lui permet de renforcer un peu, n'est-ce pas, sa sécurité alimentaire. Au Niger, la sécheresse de 2021, la plus intense depuis 10 ans, a fait chuter les rendements agricoles de près de 40% par rapport aux 5 dernières années. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cette nouvelle campagne de vaccination contre Ebola à Mbandaka, dans le nord de la République démocratique du Congo. Objectif, stopper rapidement l'épidémie qui a déjà fait 2 morts depuis le 21 avril. Environ 200 doses sont arrivées dans la province de l'Équateur. Les agents de santé en première ligne et les personnes qui ont été en contact avec les malades décédés sont prioritaires. 233 cas contacts ont déjà été identifiés. Et puis la rougeole, l'autre virus qui inquiète sur le continent. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme. L'Afrique est particulièrement touchée du fait du retard de la vaccination des enfants, avec une hausse de 400% pour les 3 premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021. L'Éthiopie, la Somalie et le Nigeria sont les pays les plus concernés. Les rebelles tigréens du TPLF se sont presque entièrement retirés de la région d'Afar, dans le nord-est du pays. Ils occupaient la partie nord de cette région depuis fin janvier. Le TPLF quitte cette région dans l'espoir d'obtenir de l'aide humanitaire. C'est par cette région d'Afar que l'aide humanitaire est censée transiter jusqu'au Tigré et ses 6 millions d'habitants. Et justement, il y a peut-être une solution à cette grave crise alimentaire. On va vous parler de l'ancêtre ou du faux bananier. Il est consommé par 20 millions de personnes en Éthiopie, soit plus de 15% de la population, notamment au sud du pays. Résistant à la sécheresse, cultivable toute l'année et riche en nutriments, il apparaît de plus en plus comme une solution possible à l'insécurité alimentaire. Si les méthodes traditionnelles de transformation sont laborieuses, les scientifiques commencent à mettre en place des nouvelles technologies pour augmenter leur production. Reportage de Maria Gert-Nicolescu. L'encet ou faux bananier est l'aliment de base dans ce village au sud de l'Éthiopie. Sa chair, riche en nutriments, en est extraite manuellement. Encore méconnue à l'international, cette plante a pourtant des bienfaits sur la santé et peut être utilisée à des fins diverses. Nous l'utilisons pour tout, les animaux comme les êtres humains. L'ancêtre nous protège de la faim. On peut en extraire de l'amidon, consommé surtout par les femmes enceintes, et la fibre peut servir à fabriquer des cordes et construire des toits. Le travail de transformation de l'encet, très physique, est traditionnellement réservé aux femmes. Les hommes se chargent de la cultiver. Elle est résistante aux variations climatiques et peut être récoltée toute l'année. Cultiver l'ancet n'est pas difficile comparé à d'autres cultures. Il faut simplement appliquer du compost à base de fumier et de déchets organiques. Nous ne rajoutons pas d'eau. La plante garde son humidité même pendant les périodes sèches, donc il n'est pas nécessaire de l'arroser. Grâce à ses propriétés, les scientifiques assurent que l'encet pourrait contribuer à lutter contre la faim, en dépit du changement climatique, notamment en Afrique où les sécheresses se multiplient. Ce chercheur en biologie a développé diverses technologies, par exemple pour réduire le temps de fermentation de la chair de plusieurs semaines à quelques jours seulement. On fait la promotion de l'ancet parce que c'est un produit très nourrissant. La plupart des gens veulent arrêter d'en produire parce que c'est très laborieux. Mais aujourd'hui, on présente de nouvelles techniques et des technologies de fermentation très modernes. Grâce à nos années d'expérience, je pense que l'ancet sera la solution à la crise alimentaire mondiale. Adissou Fekadou souhaite désormais commercialiser des produits transformés à base d'encet et ainsi augmenter la visibilité de cette plante qui pourrait, selon lui, nourrir 100 millions de personnes d'ici 2060. La Centrafrique a adopté mercredi le Bitcoin comme monnaie officielle aux côtés du franc CFA. Cette mesure légalise l'usage des crypto-monnaies dans le pays. Pour rappel, la RCA, la République centrafricaine, est le deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU. Pourquoi, que signifie cette mesure? Les explications de Laura Roudot. La monnaie officielle en Centrafrique, c'est le franc CFA, que l'on retrouve dans plusieurs pays d'Afrique.
Mais les Centrafricains pourront désormais payer en crypto-monnaie avec le Bitcoin. Mercredi, le gouvernement a légalisé son usage dans le pays. Non, je ne connais pas. C'est pour la première fois pour écouter ça. Je ne te connais pas. Est-ce que vous avez Internet? Non, je n'ai pas Internet. Comme cette vendeuse, une partie de la population centrafricaine n'a presque pas accès à Internet. D'autres ignorent même l'existence des crypto-monnaies. Parmi les arguments en faveur de cette nouvelle mesure monétaire, la difficulté à transférer de l'argent vers d'autres pays. Je vois la crypto-monnaie, elle est vraiment si avantageuse pour mon pays et pour les nations. Et que ça favorise encore même l'échange internationaux ou soit nationaux. Mais derrière la légalisation du Bitcoin, les observateurs s'interrogent. Pour certains, c'est d'abord un moyen pour la Centrafrique de sortir de la zone franc qui existe depuis 1945, l'époque des colonies françaises en Afrique. Pour d'autres, l'avènement du Bitcoin en Centrafrique répond à une raison stratégique, ses liens avec la Russie. Moscou livre des armes aux troupes du président Touadéra et depuis 2018, des paramilitaires russes sont stationnés sur place en renfort des soldats centrafricains. Or, les banques centrales occidentales craignent que l'usage du Bitcoin en Centrafrique aide la Russie à contourner les sanctions internationales qui lui sont imposées. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Merci à Laurent Berstécher. Merci également à tous nos correspondants et à vous de nous suivre régulièrement. C'est la fin du Journal de l'Afrique, donc restez avec nous. L'info continue sur France 24. France 24.